Très heureux de vous retrouver pour Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler du reconfinement, notamment pour ce qui est des pays occidentaux. Mais la question qui se pose, avons-nous des craintes à avoir, vu que c'est certainement dans cette partie du monde que le coronavirus est passé avant d'arriver ici, chez nous, en Afrique. Ce sont plusieurs pays qui passent de reconfinement, qui annoncent de reconfinement pour plusieurs semaines. Quelles sont les raisons de ce reconfinement? Mais surtout, quelles sont les raisons derrière les cas, des centaines de milliers de cas qu'on enregistre ou qui sont enregistrés dans ce pays? Mais surtout, le reconfinement, quand on parle du reconfinement, on parle de l'arrêt des activités, notamment des activités économique. Quel est le coût du reconfinement? Voilà pourquoi ce soir, je suis accompagné par un professionnel de la médecine ou un professionnel médical. Il s'agit du docteur Vedaste Ndahingwa. Il est médecin et surtout, il est de l'Organisation mondiale de la santé ici à Kigali. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis également accompagné par Teddy Kaberuka. Teddy Kaberuka, c'est un spécialiste en économie qui nous fait toujours la grâce d'être avec nous lorsqu'il s'agit de parler de l'économie. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver tous les deux pour parler de ce reconfinement. Docteur, j'aimerais peut-être que, avant de plonger dans le vif du sujet, comprendre d'abord ce reconfinement. Est-ce que vous qui êtes de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que ça fait presque une année qu'on vit ou qu'on apprend à vivre avec cette pandémie avant la découverte du vaccin ou avant l'arrivée du vaccin en tout cas? Il y a de quoi craindre ce reconfinement ou ce sont des mesures de prévention pour éviter justement le pire? Merci pour cette question. D'abord, depuis le début, on peut dire qu'on apprend toujours sur cette pandémie. C'est une pandémie qui a commencé vers la fin de la dernière année, de 2019. Mais jusqu'à présent, on apprend encore. Actuellement, on recense plusieurs souches de variants de ce virus. Certains sont plus ou moins virulents que d'autres, ce qui nous amène à essayer de faire un suivi plutôt méticulé dans la surveillance pour comprendre pourquoi on doit prendre une décision ou une telle autre décision. Ce reconfinement n'est pas venu au hasard, c'est basé surtout sur la surveillance des cas, le cours de cette épidémie. Les gens pensent qu'on a tout compris, on a tout maîtrisé, mais on se rend compte qu'avec ce temps, tout n'est pas encore connu. Il peut y avoir des nouvelles souches aussi, parce que ce virus fait des mutations perpétuelles. Et ces mutations peuvent rendre le virus plus virulent ou l'affaiblir dans un sens que ça peut même disparaître sans avoir recours au vaccin ou à des traitements plus efficaces. Pour le moment, on n'a pas encore ce vaccin. On n'a pas encore un traitement efficace, mais on dit qu'il faut rester toujours vigilant parce que le virus est toujours là, le virus n'est pas parti, il change de forme de temps en temps et pouvoir donner des formes qui peuvent susciter des reconfinements comme ce qu'on vient de voir dans certains pays d'Europe. Parlant justement de pays d'Europe, on va faire un petit tour en France. On va suivre ce reportage pour comprendre comment est-ce que la chose ou le reconfinement a été annoncé en France et surtout les raisons derrière ce reconfinement.
Le chef d'État aura dû s'y résoudre. La population sur tout le territoire métropolitain va de nouveau être confinée. Un pays sous cloche pour un minimum de 4 semaines à partir de jeudi minuit face à la saturation annoncée des services de réanimation. Comme au mois de mars, les Français doivent rester chez eux avec les mêmes formalités, autorisation de déplacement, fermeture des commerces non essentiels et interdiction de quitter sa région. Mais cette fois-ci, pas question de mettre l'économie à l'arrêt. Il nous faut protéger notre économie. Il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. Usines, exploitations agricoles, entreprises du bâtiment et de travaux publics pourront maintenir leur activité. Fini également les files d'attente devant les bureaux de poste. Les administrations garderont leurs guichets ouverts. L'éducation n'est pas sacrifiée. Primaires, collèges et lycées vont continuer à recevoir des élèves. Seule l'université imposera des cours en ligne. Objectif de l'exécutif, lutter contre les inégalités accrues pendant le confinement. Pour tous les autres commerces jugés non essentiels, un plan spécial est en préparation pour les aider à faire face à des trous de trésorerie ou aux difficultés à s'acquitter d'un loyer. Surtout, le président laisse entrevoir une lumière au bout du tunnel. Car l'objectif de l'exécutif, c'est bien de permettre aux Français de célébrer Noël avec peut-être un rebond de la consommation avant les fêtes. Voilà, Teddy Kaberuka, il faut dire que c'est quand même une décision difficile à prendre lorsque, comme on le suivait dans ce reportage, le coût ou les conséquences qui peuvent aller avec une telle décision. Mais Teddy, nous sommes dans une des régions du monde où on s'attend à ce que les gens puissent comprendre mieux, vu également que les cas qu'on a enregistrés, surtout les cas de mort sur le continent européen, il y a eu un nombre effrayant des cas de mort. Mais on sent comme s'il y a un certain relâchement. Mais économiquement parlant, quel a été d'abord le coût du premier confinement, à peu près, pour voir si cette décision pour un nouveau reconfinement ne va pas faire tomber ou mettre à genoux certaines grandes nations? Bon, quand tu compares les pertes qu'ils ont eues, de janvier à juin ou juillet, l'économie européenne a perdu, ou la croissance économique a chuté de 15% de moins. Donc tu comprends que c'était une situation très difficile, c'était un coup dur à l'économie européenne. Un cas pareil comme la France par exemple, où 1 million de personnes ont perdu leurs emplois. Tu t'imagines 1 million de personnes. Il n'y a pas que ça, il y a les entreprises qui ont perdu leur chiffre d'affaires. Ils ont dû fermer. L'État a dû réinjecter plus de 15 milliards d'euros pour éponger l'économie. Et ça, c'est un coup dur pour l'économie. Je pense qu'en faisant recours à cette décision qui est aussi difficile par le gouvernement, ils disent on va confiner la population, pas l'économie. Tu vois un peu le dilemme. C'est une façon d'encourager les gens, de faire comprendre aux gens que ce n'était pas la décision idéale, mais comme la situation est catastrophique sur le plan sanitaire, on a vu la courbe de contamination reprendre sa courbe, comme c'était le cas au mois de mars, avril. Donc c'était vraiment la décision qu'il fallait prendre. Mais je pense que l'État a constaté le coup dur à l'économie. Et quand tu vois les différents secteurs qui ont été, je dirais, un peu affectés, c'était le bâtiment, le BTP, les petites et moyennes entreprises. Et là, quand tu vois à cet épisode, on demande au commerce non essentiel, donc les boutiques, les restaurants et les bars, mais on n'a pas touché les usines, on n'a pas touché le BTP, construction et bâtiments, parce que ça englobe une grande partie de la population. Mais quand tu vois, par exemple, ce que l'État met en avant, c'est alerter les gens. Je pense que c'est un message fort à dire à la population, ne vous délaissez pas, la pandémie n'est pas finie, soyez vigilants, respectez les consignes de protection, sinon on va encore retrouver une situation catastrophique.
Et tu as vu, les écoles n'ont pas fermé. Les universités n'ont pas fermé. On demande plutôt aux universités. Les universités, c'est en ligne. Hein? En ligne, voilà. Passant. Donc, je pense qu'ils sont dans une situation transitaire où il faut changer la façon de faire les business. Donc, il faut que ça aille en ligne. En fait, quand tu compares à une des solutions que la Chine a pu utiliser pour vaincre la pandémie, c'est ils ont mis tout en ligne, que ce soit les écoles, que ce soit le commerce, et ça a réduit le mouvement des personnes et ça a permis à l'État de contrôler la situation. Je pense que c'est ça le message fort de l'État des pays européens, de faire le télétravail, télééducation. Donc, il faut que les gens évitent le mouvement, surtout dans les espaces publics. Justement, vous parlez de la nouvelle manière d'aborder les choses, de travailler ou de vivre ce que les Britanniques, eux, appellent the new normal, ou encore cette nouvelle manière de fonctionner. Justement, c'était un reportage sur la France. J'aimerais qu'on puisse peut-être avoir un regard sur d'autres pays européens. Quelle est la situation? Quelles sont les décisions ou les approches également des autres pays européens, et surtout, y a-t-il de quoi craindre? On va commencer d'abord par l'Angleterre et puis d'autres pays. L'Angleterre se reconfine à partir de jeudi tout en maintenant les écoles ouvertes. La mesure vise à freiner l'épidémie de coronavirus au moment où Londres recense plus d'1 million de cas de Covid-19. Le Premier ministre britannique précise que le reconfinement ne concerne pas l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Il est temps de passer à l'action. Il n'y a pas d'alternative. À partir de jeudi jusqu'à début décembre, vous devez rester chez vous et vous ne pouvez quitter votre domicile que pour des raisons spécifiques. De son côté, la Grèce annonce un confinement partiel à partir de mardi pour 1 mois, avec un couvre-feu et fermeture des bars, restaurants, lieux d'attraction et salles de sport. Contrairement au printemps dernier, les écoles, les hôtels, les salons de coiffure et les commerces grecs resteront ouverts. Comme Londres ou Athènes, Vienne met en place un nouveau confinement qui prévoit dans son cas la fermeture des hôtels et des institutions culturelles et sportives. Le confinement autrichien entre en vigueur ce mardi jusqu'à la fin novembre, avec là aussi un couvre-feu de 20h à 6h. Docteur Vedast, c'est tout de même des cas, lorsqu'on parle de l'Angleterre qui enregistre aujourd'hui plus d'1 million des cas de contamination. Je pense qu'il y a quelques mois où entendre un tel chiffre, ça faisait vraiment peur. Mais lorsque, comme Teddy le disait, on sent que c'est vrai qu'il y a des mesures préventives, mais tout de même, il y a une certaine peur qui ne pèse plus sur la société ou sur nos sociétés. Peut-être cette peur qui ne pèse plus pourrait être la cause également de plusieurs cas d'infection qu'on enregistre. Je ne pense pas que c'est le fait de la peur. Non, de ne plus avoir peur, je veux dire. Oui, peut-être de ne plus avoir peur, du moins de la part de la population. Parce qu'au début, tout le monde avait peur. Vous vous rappelez quand on l'appelait le nouveau coronavirus, qui n'avait pas de nom, qui a été surnommé Covid-19 un peu après. Mais à ce moment-là, il y avait des rumeurs partout. On voyait des cas évoluer en Chine jusqu'à 80 000. Mais après, on a été surpris de voir qu'en Europe, surtout en Italie et en Espagne, il y avait une virulence incroyable du virus qui a fait beaucoup de morts dans peu de temps. Et là, notamment en Italie et en Espagne. Italie et en Espagne. Et puis aux États-Unis, à New York. Mais pour le moment, vu l'évolution du nombre de cas, on ne peut pas dire que 1 million, c'est beaucoup. Parce que nous savons des pays avec plus que ça.
Les États-Unis recensent maintenant plus de 9 millions de cas. L'Inde a maintenant plus de 8 millions de cas. Il y a 3 pays, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, qui recensent la moitié. Mais dans ces pays, il n'y a pas encore de reconfinement total Annoncé. Mais pourquoi on annonce un reconfinement comme ça? Généralement, c'est l'équilibre entre les mesures existantes pour riposter, pour contrer la progression de la maladie et les structures sanitaires qui peuvent aussi être à la base de la prise en charge du traitement de ces gens. En Europe, il y a eu quelque chose qui a changé, probablement que le virus était là, mais nous savons qu'il y a des cas asymptomatiques jusque-là, qui ont des virus, mais qui ne posent pas de problème, surtout les enfants, les jeunes, qui étaient jusque-là asymptomatiques. Mais pour le moment, on recense beaucoup de cas qui nécessitent des hospitalisations ou des services de réanimation. Alors, ça fait que les services sanitaires sont débordés et on ne peut pas contenir la maladie dans des circonstances pareilles. Imaginez si la progression continue et que tout le monde va à l'hôpital et qu'il n'y a pas de lit et que tout le monde est là. Donc, ça a aussi une forme de catastrophe qu'on ne pourra pas éviter. C'est la raison majeure de pouvoir dire non, restons d'abord à la maison, essayons de maîtriser, essayons de diminuer du moins la courbe de transmission pour que les gens, au moins qui sont malades, puissent bénéficier des soins et des soins de qualité. C'est parce que si on ne fait pas comme ça, on va se retrouver que ce virus va créer beaucoup de gens malades, peut-être une mortalité élevée. Et ce n'est pas que ça a été 1 million. Si on a 1 million de cas asymptomatiques, ça ne fera pas grand-chose. Mais si on a beaucoup de malades qui nécessitent des services d'urgence, de réanimation, alors que nous savons qu'il y a pénurie de certains appareils nécessaires, surtout des respirateurs, même les soignants sont en nombre insuffisant vu le nombre de cas de contamination. Je pense qu'en regardant ce scénario et en regardant que les pays normalement européens il y a beaucoup d'échanges. Des navettes, d'échanges entre les populations. Des trains, des avions, etc. Il y a risque de progression d'un pays à l'autre dans moins de temps. C'est pour cela qu'on voit des reconfinements. Des reconfinements de là à l'autre pays, parce qu'ils disent quelque chose qui est en France, probablement que ça va être très vite en Belgique, en Suisse, en Allemagne, parce que ce sont des pays vraiment qui ont des échanges des personnes, la mobilité est très, très diversifiée et très forte. Et pour le moment, je me dis que dans des pays qui sont comme des îles ou qui sont éloignés d'autres pays, ils ont un peu la possibilité d'attendre un peu, de voir. Mais nous voyons... Justement parce que la décision qui a été prise par la France, par exemple, ne concerne pas les territoires outre-mer, c'est-à-dire c'est seul l'Hexagone, c'est-à-dire le bloc qui se trouve en Europe est concerné par ces mesures. Exactement, parce que même en France, ils disent que le virus qui est là maintenant diffère du virus qui était en mars. Probablement, soit c'est une mutation, soit c'est un cas d'importation d'une autre variante de virus et qui semble plus virulente. Alors moi, je me dis que c'est une décision basée sur les conditions actuelles, basée sur les évidences actuelles, la surveillance, pour au moins stopper la progression. Parce que je ne me dis pas que c'est un reconfinement qui sera là en permanence. Je me dis que ça Mais tout de même, c'est un reconfinement qui va sur 4 semaines, annoncé déjà. Il y a des réévaluations qui se font. Ça peut être rallongé ou ça peut être diminué, dépendamment de comment la riposte a été efficace. Teddy, vous qui êtes économiste, lui, il parle en tant que, disons,
quelqu'un du secteur médical. Mais chaque jour, comme disait l'autre, à chaque jour suffit sa peine, mais également à chaque jour suffit son coût. Sur le plan économique, lorsque vous comptez 4 semaines, ça pèse dans la balance, t'es dit. Ça pèse trop, surtout dans une situation où les entreprises, je dirais, reprenaient leurs activités après le confinement, le grand confinement de mars-avril. Et après ça, rappelez-vous, c'était l'hiver. Non, c'était plutôt l'été. C'était le bon moment de faire les affaires. Et après ça, du coup, ça replonge encore dans le reconfinement. Donc, non seulement ça fait peur aux entreprises, mais aussi ça fait peur à la population parce qu'on ne sait pas. Si on a un reconfinement, on se dit peut-être après que la courbe va se rétablir encore, peut-être après les vacances de décembre, on va reconfiner encore parce qu'on commence à avoir des épisodes de confinement, reconfinement, déconfinement, et on ne sait pas ça va finir quand. Et autre chose qui est alarmant aussi sur le plan investissement, sur le plan création de l'emploi, n'oublie pas que jour par jour, il y a la main-d'œuvre qui entre sur le marché de l'emploi. Il y a des jeunes qui finissent les écoles, il y a les jeunes qui passent à l'âge des mineurs, à l'âge adulte, où ils veulent de l'emploi. Donc, il y a cette croissance de la demande de l'emploi, alors qu'il n'y a pas une réponse à l'offre de l'emploi. Donc, ça crée de la misère, en d'autres termes. Il y a un déséquilibre entre l'offre de l'emploi et la demande de l'emploi. J'aimerais peut-être qu'avant de continuer, qu'on puisse s'arrêter sur un discours annoncé, notamment en France. On a vu la France prendre plusieurs initiatives déjà à l'époque, même au début de cette pandémie. Mais il y a tout de même le discours du président Emmanuel Macron qui laisse entrevoir un certain doute et une certaine inquiétude. Et puis, on va revenir. Dans son discours, il y a un côté qui concerne l'économie, mais également le côté sanitaire. Et puis, on revient tout de suite. Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Alors, quelle est à cette heure la situation de notre épidémie ? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients Covid-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles, et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables, et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Avons-nous tout bien fait ? Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests. Mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis, qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Faut-il nous le reprocher maintenant ? Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche,
que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Nous sommes tous surpris par l'évolution du virus. Docteur Vedast, est-ce que n'est-ce pas aussi surprenant de dire que tout le monde est surpris? Est-ce qu'on n'a pas vu ça, on n'a pas vu le mal arriver? Est-ce que malgré toutes les mesures de prévention dont le président Macron parle ici, malgré toute la communication faite autour de l'épidémie, pourquoi les gens n'ont pas redoublé de prudence? Comment est-ce qu'une telle société où la communication normalement devrait passer vite et la compréhension de la situation? Tout à l'heure, je parlais des cas. Déjà, l'expérience récente devrait servir de leçon. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve devant une situation aussi alarmante? D'abord, il y a eu quelque chose comme un laisser-aller de la part de la population. Au début, comme on avait dit, il y avait la peur, et après, les gens ont commencé à penser que c'était facile. Mais il y a aussi cette lourdeur des mesures qui ont été avant, qui ont confiné les gens. Les gens ont perdu l'emploi, les gens ne visitaient pas les amis. Les gens voulaient se libérer, en quelque sorte. L'autre chose est la résistance. Certains citoyens, dans certaines populations, ils refusent même de porter les masques. Ils disent que ce n'est pas bon pour la santé. Avec l'ouverture des bars, des restaurants, les gens se sont amusés pendant l'été. Et je pense que ça, comme ils ont fait ça pendant un certain temps, peut-être 2-3 mois, ils pensaient que la pandémie, donc la menace, était plus ou moins derrière. Et ça a fait que les gens ne respectaient plus l'essentiel de la protection. Ça, c'est aussi un facteur qui a fait que les gens n'ont pas pu respecter les mesures qui étaient proposées. Mais avec aussi le climat, il paraît que ce climat peut favoriser pas la contamination, mais plutôt la sévérité du virus. C'est-à-dire que même, vous savez que pendant... Est-ce qu'on revient à cette théorie où on a dit l'Afrique, parce qu'il fait chaud d'une manière globale, cela ne pouvait pas, ou pouvait être un facteur qui puisse ne pas permettre au virus... Pas qu'il puisse éradiquer le virus, mais nous savons que... Mais non plus pour un facteur qui ne le met pas très à l'aise. Oui, entre guillemets, je veux dire. Oui, c'est aussi... Si nous comparons avec la grippe saisonnière, la grippe simple, nous savons que même pendant cette saison, le nombre de cas de grippe augmente de façon naturelle. C'est-à-dire que c'est un climat qui peut favoriser aussi la multiplication. Au lieu de freiner la multiplication du virus, ça occasionne l'évolution naturelle du virus et ça peut plutôt fragiliser les gens, et surtout les gens âgés, qui meurent de la grippe saisonnière. Et peut-être que l'Afrique aussi a été épargnée à cause de la température, mais on a eu des cas, mais pas aussi sévères. Même au Rwanda, nous savons que le mois de novembre, comme il y a la pluie, le changement un peu du climat, on avait des cas plutôt de grippe causés par l'influenza qui se manifestent. Et maintenant, on peut avoir d'autres cas qui vont ressurgir. Mais surtout, la façon de ne pas obéir à des mesures, des gestes barrières simples, la distance sociale, etc., a occasionné en quelque sorte la multiplication, l'augmentation des contaminations. Et nous savons que quand il y a beaucoup de contaminations, le nombre aussi de cas graves, de cas sévères, de cas critiques augmente aussi. Parce que c'est comme exposer tout le monde et voir l'évolution de la maladie. La seule possibilité, en raison
de l'absence du vaccin ou de traitement efficace est de continuer sans relâche, de garder ces mesures, au moins de prévenir ou de retarder l'augmentation des contaminations comme ça, parce qu'il y a des scientifiques qui font des recherches jour et nuit pour un vaccin ou pour des traitements. L'idée, au fait, c'est de pouvoir arriver là, sain et sauf. Comment ralentir, comment aller jusqu'à la découverte de ces vaccins et de ces traitements pour pouvoir nous sauver. Parce que ça sera le moyen efficace et sûr de pouvoir éradiquer ce virus. Le virus est toujours en progression. Généralement, quand il y a accalmie, les gens pensent que le virus, c'est fini. Mais probablement qu'il y a une circulation du virus, mais qui est moins virulent, qui reste asymptomatique. Mais là-dessus, c'est justement que la question que les gens se posent. Teddy, la communication qui est faite autour de cette pandémie, autour de ce virus, son évolution, et puis après sa mutation. Aujourd'hui, on parle d'une mutation de ce virus. Est-ce que l'homme, dans sa nature, est disposé, dans un temps aussi réduit, à être communiqué au quotidien? À un certain moment, est-ce que la nature humaine ne banalise pas la chose? C'est dit, ça communique trop, et puis peut-être que la seule chose que les gens aimeraient entendre aujourd'hui, c'est le vaccin qui n'arrive pas, et les gens se disent, autant mieux mourir peut-être de faim ou pour ne pas cesser de vivre. Bon, tu sais, il y a deux aspects qu'il faut toujours combiner. Il y a cette bonne volonté de la population de respecter les normes, de respecter les consignes, mais il y a aussi le côté, la force publique, la force de l'État qui doit se manifester dans le renforcement des mesures. Parce que quand tu compares à... Bon, c'est vrai, ça va avec le système de gouvernance, ça va avec le système de gestion du pouvoir public. Par exemple, si tu vois la Chine, avec le respect de la loi, les activités de la police, il y a une rigueur. Il y a une rigueur sur le plan administratif, sur le plan juridique, où quand l'État dit de faire quelque chose, c'est tout le monde qui le fait. Hein. Contrairement aux pays européens, où l'État est plus ou moins, je dirais, doux. Les gens manifestent contre les décisions de l'État. Les gens ne collaborent pas très facilement avec la police. Et parfois, la police ne pousse pas plus loin pour faire respecter les consignes. Non, disons les choses comme elles sont dites. C'est au nom de ce principe de liberté individuelle tout à fait. Qui donne ou qui laisse place à un certain relâchement. Tout à fait, parce que je me rappelle... Et qui paye le coût, et qui paye le prix. C'est tout le monde. Hein. Il y a cette responsabilité collective qui commence à la responsabilité individuelle. Si personnellement je ne respecte pas les consignes, soit j'attrape le virus, je le retransmets. Donc cette responsabilité collective, à un certain moment, ça manque. Ça a toujours manqué en Europe. Je me rappelle au début de la situation de coronavirus, quand on demandait à la population de porter le masque, mais les gens disaient non, c'est mon droit de ne pas faire ça. Et la police voyait les gens circuler dans les rues sans masque et ne disaient rien. Justement, jusqu'à aujourd'hui, on voit même des gens qui manifestent dans les rues, dans certains pays où le reconfinement a été annoncé. Oui. C'est-à-dire que le message ne passe toujours pas. Non, bon, à un certain moment, l'homme devient rebelle envers lui-même. Hein. Il veut faire ce qu'il veut sans tenir compte des conséquences que ces actes peuvent avoir à la société. Et les nations qui ont cette discipline, comme la Chine par exemple, malgré que le coronavirus a éclaté en Chine, mais aujourd'hui la Chine est parmi les pays avec moins de nouveaux cas de contamination. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés.
Je me dis, il y a ce côté discipline de la population, mais il y a aussi cette rigueur du pouvoir public de faire respecter la loi et les consignes données par l'État. Donc aujourd'hui, quand tu regardes les différents documentaires faits sur la Chine, mais il y a cette discipline. Et le port des masques, respect des distanciations sociales, je ne sais pas moi, tout le monde est averti. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Contrairement à l'Europe où tout le monde dit mais attends, j'ai droit à faire ceci, j'ai droit à m'amuser, j'ai droit à faire cela. Et les gens commencent à manifester contre les normes qui peuvent les protéger. Donc je dirais il y a un revers par rapport à ce que les gens devraient respecter. Mais justement, l'Europe ou les pays aujourd'hui, il y a la tendance de travailler en bloc, où certaines grandes décisions sont prises en bloc. Donc c'est l'Union qui dicte parfois certaines grandes lignes à suivre. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne craint pas que certains pays qui arrivaient à redresser leur économie, t'es dit, où la discipline peut-être prime, où s'observe encore plus que chez les autres, ils ne craignent pas que leurs collègues ou les autres membres puissent être un handicap pour eux à se dire on doit avancer dans la même direction. Est-ce qu'il y aura pas, on ne peut pas s'attendre à un certain désaccord par rapport au coût économique justement dont je parle? Ouais, c'est clair que la situation sanitaire de coronavirus, les effets sur les économies vont bouleverser les choses. Hein. Et on ne sait pas encore. Il est très tôt pour dire voilà telle décision, voilà tel accord entre les pays doivent être revus pour refléter la situation. Il est clair qu'après, si les médecins parviennent à avoir le vaccin, il y aura pas mal de choses qui seront revues par rapport à la situation qui sera à cette époque-là, parce que je dirais le mouvement de biens et des services, le mouvement des personnes, l'ouverture des frontières entre pays, tout ça, ils ont contribué à cette prolifération des cas de coronavirus, parce que le mouvement des personnes, il est très élevé dans les pays européens surtout. Aussi, là, le pire qui est à craindre, c'est que certaines économies qui étaient déjà en situation précaire en Europe, après la situation de Covid-19, la situation sera encore pire que ça. Et on sait quel débat il y avait, par exemple, pour redresser l'économie de la Grèce. Et les pays disaient pourquoi on doit porter le fardeau d'une économie qui est tombée. Pour laquelle on n'a pas contribué à sa chute. Exactement. Et maintenant, c'est tout le monde qui est affecté. Et si tout le monde est affecté, ceux qui étaient en économie précaire, c'est encore pire. Donc tu vois qu'il y aura une situation qui n'est pas facile à prédire pour l'instant, mais on peut déjà voir la tendance de la situation de l'Union européenne, de la situation des pays où, du moment de redressement, chaque pays devra combattre pour se repositionner. Sinon, le bloc peut aider, mais pas résoudre tous les problèmes. Docteur Vedaste, pour ce qui est des pays africains, aujourd'hui nous parlons des pays occidentaux, normalement, notamment en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des navettes qui s'observent où la connexion a repris de plus belle entre l'Afrique et les autres parties du monde, notamment l'Europe? Est-ce qu'il y a de quoi craindre pour le continent africain? Oui, la connexion était en train d'être rétablie entre l'Europe, entre l'Afrique, entre d'autres pays, mais qui n'était pas encore suffisamment rétablie comme il le fallait, parce que vous savez, il y avait toujours des contraintes de tests avant, de tests après. Les gens ne faisaient pas encore des voyages pour le tourisme ou pour d'autres affaires. Mais c'était l'intention, parce que quand il y a
crise économique quelque part, normalement, c'est une crise économique partout. Comme maintenant, le monde est devenu comme un Avec la village, globalisation. avec la globalisation. Donc, même si on n'a pas beaucoup de cas de virus ici, en Afrique, il y aura toujours ces conséquences économiques qui seront aussi, qui feront des répercussions sur le continent africain. Mais le continent africain aussi doit être vigilant parce que quand il y a des mutations comme ça, on peut avoir un virus muté qui sera très virulent pour les populations africaines. Ça peut arriver et causer beaucoup de dégâts. C'est pour cela Quelle doit être maintenant l'attitude des pays africains aujourd'hui? Quelle doit être l'attitude? Premièrement, l'attitude, c'est de rester vigilant, d'apprendre sur les erreurs des autres et ne pas les faire. Par exemple, pour maintenant... Vigilant plus qu'on ne l'était déjà? Non, il faut doubler d'efforts parce qu'avant, ça commençait... vous savez, le nombre de contaminations est normalement directement proportionnel au nombre de cas contaminés. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de contaminés, on s'attend à une contamination élevée. C'est-à-dire, quand il y avait encore quelques cas, disons 1 cas, 2 cas, etc., les contaminations, là, on avait l'intention de stopper, d'arrêter totalement ça. Mais après, on a dit, quand même, il y a eu des contaminations, le virus circule, on ne peut que vivre avec. Vivre avec dit, c'est pas relâcher, mais c'est rester vigilant, traiter les gens qui doivent être traités, couper la chaîne de transmission en respectant les méthodes barrières, en renforçant la prévention et le contrôle de l'infection, pour qu'on ait au moins, si on pouvait rester avec des cas moins sévères et qui ne se répandent pas partout en même temps. Mais si, par exemple, ce virus n'a pas la même virulence, s'il y a vraiment il y a des virus très forts du Covid mutés ou d'autres qui ne le sont pas, on peut avoir des cas importés, de nouvelles souches. Ici en Afrique. Ici en Afrique, qui peuvent être mortels. Et on peut avoir des situations qu'on prédisait catastrophiques qui peuvent arriver. Est-ce que dans ce sens, oui, une situation de reconfinement est envisageable aujourd'hui en Afrique, dans nos pays africains? C'est possible. Ce n'est pas totalement exclu, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ça dépendra de l'analyse de la situation actuelle. Vraiment, pour le moment, personne ne souhaite pas refaire un reconfinement. Parlant de l'analyse de la situation, on a vu qu'au début et même jusqu'à présent, les décideurs politiques qui souvent prennent des décisions par rapport à la direction que doit prendre leur pays respectif, se sont voués aux professionnels de la médecine avant de prendre toute décision. Est-ce que cette fois-ci, on s'est dit qu'il y aura une prompte réaction de la part du monde médical, permettant également aux politiques de prendre des décisions au moment opportun et quand il le faudra? Oui, c'est ça. Normalement, c'est le corps médical, les professionnels de santé qui font le suivi direct de cette pandémie, qui conseillent d'une façon les politiques. Parce que je ne crois pas que les politiques prennent des décisions non fondées ou non informées. Je pense qu'ils analysent la situation. Même au Rwanda, vous savez, c'est toujours le ministère de la Santé et les partenaires qui font des études, regardent la situation et informent pour prendre des décisions de façon régulière. Moi, je disais, quand on va prendre une décision, par exemple, s'il y a une décision de reconfinement, ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'avant. Au fait, avant, c'était un reconfinement pour stopper total et en finir, une fois pour toutes. C'était ça l'idée derrière. Mais avions-nous raison? Oui, on avait raison. Avions-nous raison? On avait raison à l'époque. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'était pas censé prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, on fait un reconfinement
comme ces 2 semaines, on disait que les cas sont symptomatiques pendant 2 semaines. Donc l'idée, c'était dans 2 semaines, on recense tout le monde qui est symptomatique, on isole, on traite et c'est fini. Si on pouvait arrêter la chaîne de transmission. Et vous vous rappelez, jusqu'en juin, tout était vraiment sous contrôle. Et c'est après, quand il y a eu des cas de camionneurs, des camionneurs qui venaient des pays voisins. Des pays voisins, un peu de partout, parce qu'on n'a pas pu arrêter, qui ont fait d'autres contaminations additionnelles et qui nous ont causé du tort. Et après, on s'est retrouvé avec des cas qu'on a recensés. Mais après ça, on a dit quand même, maintenant on maîtrise, on peut réactiver. Il y avait beaucoup de gens qui étaient formés pour faire la riposte. Et après, on a dit on peut libérer de peu à peu les services pour normaliser les activités. Former le personnel pour une réaction rapide, ça avait un coût. On a vu même l'intervention d'autres partenaires au niveau international pour permettre, que ce soit au Rwanda et même d'autres pays africains, à pouvoir faire face à la situation. Teddy Kaberuka, vous qui êtes économiste, les gens de votre secteur, certains n'ont pas hésité à dire que le reconfinement serait un luxe pour certains pays aujourd'hui. C'est un luxe que certains pays ne peuvent pas s'offrir, vu les conséquences économiques que le confinement a eu sur certains pays, notamment les pays africains. Êtes-vous du même avis? Je suis très d'accord avec eux, d'un côté, parce que malgré que il y a cette crainte sur le plan sanitaire, mais il y a aussi cette crainte sur le plan de la pauvreté, sur le plan économique. On a vu des cas lors du premier confinement, des gens qui ne pouvaient pas trouver quoi manger. Donc c'est pas une histoire fomentée, mais l'État a dû trouver, donner d'autres ressources pour venir au chevet Donc, imagine-toi les gens, regarde le nombre de personnes qui ont perdu leurs emplois, regarde les gens qui avaient des business, ils ont fermé carrément. Et du coup, s'il y a un autre reconfinement, quel sera le sort de ces gens? Est-ce que l'État a assez de moyens pour nourrir ces personnes? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais ça serait très, très grave sur le plan social, sur le plan économique, au niveau des ménages. Déjà, si on voit des économies fortes tomber dans le doute, n'avons-nous pas aujourd'hui peut-être droit à pouvoir nous poser des questions sur un possible nouveau confinement ou un reconfinement et de son coût? Je pense qu'on est loin de cette situation, juste pour l'instant. Hein, je dis par rapport aux chiffres que nous voyons, disons, les 30 derniers jours. Mais nous n'attendons pas que le virus puisse frapper à la porte pour peut-être nous réveiller. Je pense que les consignes qui ont été données, les mesures qui ont été imposées à la population, les gens ont respecté par rapport ce que l'État demande au niveau prévention, au niveau discipline individuelle. Je pense que tout le monde doit être conscient que si je me discipline, ça sera un résultat communautaire, un résultat collectif. Donc, je ne souhaiterais jamais un autre reconfinement parce que je sais que ça pèserait énormément à la population, surtout la population pauvre. Parce que dans le secteur de l'économie, les gens ont appris peut-être à adopter de nouvelles méthodes de travail, d'être rentables, même si il arrivait qu'on puisse retomber dans la situation d'il y a quelques mois. Aujourd'hui, on peut se dire, s'il y a reconfinement, vous vous dites que peut-être les gens pourraient agir différemment et mieux qu'au mois de mars, au mois d'avril dernier, au mois de mai? Bon, c'est vrai, il faut... Y a-t-il certains secteurs en particulier qui peuvent survivre
qu'ils n'ont été... Dire survivre, ça serait trop dire. Ils peuvent plutôt se réadapter. Mais souviens-toi, quand on parle des conséquences sur le plan de l'emploi, une fois que tu fermes les magasins, les boutiques, les marchés et les entreprises, il y a des gens qui perdent de l'emploi. Donc, c'est pas que on se réadapte. Mais là, on est dans l'informel. Oui, mais l'informel englobe plus de 90% de la main-d'œuvre. Donc, tu comprends qu'il faut protéger cette main-d'œuvre qui est précaire, qui ont un revenu très bas d'ailleurs. Et c'est pourquoi ils sont informels, ils ne sont pas enregistrés. Ils ne sont pas dans un dynamisme d'épargne. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins pour 2 semaines sans travail. Donc, tu comprends que ça serait vraiment difficile. Mais regarde aussi le côté du consommateur parce que du moment où tu fermes les activités économiques, eh bien, tout le monde perd de l'emploi, tout le monde perd de revenus. Donc, on n'a pas la capacité de consommer. Même ceux qui travaillent, soi-disant, ils travaillent en ligne ou je ne sais pas moi, avec des livraisons à domicile, ils n'ont pas la clientèle parce que les gens n'ont pas les moyens de se payer ce qu'ils veulent. Donc tu comprends que c'est à la fois une perte de capacité de consommation, mais aussi une perte de pouvoir d'achat de la population à consommer ce que les entreprises peuvent produire. Peut-être pour terminer, docteur Vedaste, en un mot ou peut-être en quelques mots, aujourd'hui, quelle est l'attitude à adopter par les Rwandais, par les Africains aujourd'hui, vu au regard de ce qu'on vient de suivre en Europe, de ce qui est en train de se passer en Europe? La seule attitude, c'est d'éviter ce reconfinement en obéissant les mesures. C'est-à-dire, il faut respecter tout ce qui peut nous amener à ce reconfinement. Stoppons le virus, stoppons la progression, soyons responsables de nous-mêmes, évitons que je sois contaminé ou que je puisse contaminer quelqu'un d'autre. C'est la seule façon, parce que le reconfinement est mauvais pour tout le monde, c'est un désastre, personne ne souhaite ça, donc il faut prévenir ça en restant vigilant, en continuant à briser cette chaîne de transmission et de contamination. Bon entendeur, salut. C'est un message qui nous concerne tous. Ce qui arrive chez les autres peuvent toujours nous arriver. Donc, il nous revient de rester prudents. Merci donc à mes panélistes de la soirée, notamment le docteur Vedaste Ndayingwa. Il est de l'Organisation mondiale de la santé ici au Rwanda. Merci également à Teddy Kaberuka. Il est expert en économie. Et surtout, grand merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission majuscule propos. Je m'appelle Edith Sabiti et j'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Mais en attendant, restez fidèles au programme de la télévision rwandaise.